À la une de l'actualité ce soir, c'est fini à Nairobi pour la 6e TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. C'était une première sur le continent africain, une occasion de réaffirmer les positions de l'Afrique. L'Afrique ne peut pas être simplement un marché pour le Japon, dira Rochmar Christian Kaboré, de retour de Nairobi. Et puis le SYNATIC, le syndicat national des travailleurs de l'information et de la culture, maintient son mot d'ordre de sitting pour ce 1er septembre. Il revendique de meilleures conditions de travail et exige l'arrêt d'intimidation et de pression de tout genre sur les journalistes dans le traitement de l'information. Ravi de vous retrouver. Le président du Faso est rentré de Nairobi au Kenya. Rochmar Christian Kaboré a participé à la 6e TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Une rencontre qui a permis au président du Faso et ses pairs africains de réaffirmer les positions de l'Afrique en matière de coopération avec le Japon. Les détails avec Moussa Ouedraogo et Ruth Bini Ouattara. Ainsi peut-on qualifier le déplacement du Burkina Faso à la 6e TICAD. On parle de chute des prix des matières premières. Ça ne concerne pas que le pétrole, mais également l'or, les prix ont baissé ces dernières années. Le coton aussi, c'est un éternel problème. Et vous avez également la seconde question qui est celle des investissements massifs dans les infrastructures. Et à ces infrastructures, on peut ajouter la question de l'énergie. Il y a l'impact d'Ebola ou de certaines maladies. Certains résultats sont déjà perceptibles en matière d'infrastructure avec la réfection prochaine de la rocade sud boulevard de Tansoba. Sur ce point précis, je confirme que les travaux pourront commencer dès ce mois de septembre pour une première phase et puis nous aurons une seconde phase de ces travaux. Avec l'Agence internationale de coopération japonaise et la Banque ouest-africaine de développement, c'est tout le programme national routier qui devrait connaître son exécution d'ici 2020. Sur ce point, nous avons sollicité la partie japonaise pour nous accompagner sur 2 volets essentiellement. C'est le volet de l'entretien des routes et nous avons également soumis d'autres projets parmi lesquels l'élargissement et le renforcement de l'avenue Bassawarga, l'exécution d'une trémie sur le rond-point des Nations Unies, l'échangeur de Bobo ainsi que la voirie qui doit permettre de relier cet échangeur-là au port. La route Koupela-Fada-Piega, frontière du Niger, longue de 218 km, est également concernée. Au-delà des infrastructures, c'est le programme national de développement du Burkina Faso qui a été présenté. Nous avons pu amorcer un plaidoyer sur le plan national de développement économique et social. Nous avons invité un certain nombre de partenaires importants à la conférence des partenaires qui va se tenir à Paris les 7 et 8 décembre. La prochaine TICAD aura lieu en 2019 au Japon, mais pour l'instant, le gouvernement se félicite des nouvelles perspectives. Et puis, à ce sommet de Nairobi, le rôle du secteur privé africain comme moteur de croissance a été encore réaffirmé, ce qui a donné lieu à un plaidoyer pour que l'Afrique ne soit pas simplement un marché pour le Japon. Rochmar Christian Kaboré a par ailleurs appelé les investissements structurants du secteur privé au Burkina. Moussa Ouedraogo, Ruth Bini Ouattara. Ce second jour de travail a été consacré au dialogue direct entre le secteur privé japonais africain et les dirigeants. Tous sont unanimes à reconnaître le rôle fondamental du secteur privé dans le développement socio-économique de chaque nation et partant de l'Afrique. Prenant la parole au nom du secteur privé africain, Idrissa Nassa a souligné l'impérative nécessité d'une diversification des sources de croissance et fait le plaidoyer afin que soit trouvée une solution à l'étroitesse des marchés. Parce que les politiques publiques lui ont reconnu sa place durant les 2 décennies passées, le secteur privé africain a eu une contribution essentielle aux bonnes performances macroéconomiques enregistrées sur le continent et marquées par un taux de croissance de 5% sur la période 2000 à 2014. L'Afrique peut et doit tirer un meilleur parti d'un secteur privé qui a besoin d'accompagnement. Accompagner le secteur privé, oui, mais il est tout aussi important pour les hommes d'affaires d'investir dans leur pays. Rochmar Christian Kaboré en appelle à des investissements structurants pour la sous-région afin de créer les bases du développement. Nous devons également travailler à améliorer la sécurité des investissements dans nos différents pays et surtout
à travailler au renforcement de l'intégration dans nos sous-régions. Une des premières questions qui est posée, c'est que nous-mêmes, entre nous, dans les sous-régions, quand nous allons voir le développement du commerce intra-sous-régional, nous voyons qu'il est encore faible. Et nous devons travailler à le développer. Le président du Faso a aussi souhaité que les rencontres de la TICAD permettent d'aller dans des questions pratiques. Je voudrais vraiment encourager que nous puissions aller à des questions pratiques, à des questions qui donnent des résultats. Pour les chefs d'État africains, l'accompagnement du Japon dans les domaines de l'ingénierie, de la technique et de l'électricité devrait favoriser la dynamisation du secteur privé africain. À son retour de Nairobi et face aux journalistes qui l'attendaient à l'aéroport international de Ouagadougou, le président du Faso a livré le bilan de son voyage. On écoute Roch-Marc Christian Kabori. Ça a été une occasion en tout cas de répéter qu'il était important que nous mettions une chaîne de valeur dans l'exploitation des productions agricoles de l'Afrique de façon générale. Ce qui signifie que bénéficier de l'expérience du Japon dans le domaine de l'industrialisation pour effectivement faire de la transformation à tous les niveaux de nos produits. Ça a été également l'occasion pour les pays africains de réaffirmer la nécessité que nous ne sommes pas simplement un marché pour le Japon, mais qu'il y ait des possibilités également que les pays africains puissent vendre leurs produits au Japon. Donc c'est une question qui est fondamentale. Nous avons parlé de sécurité internationale. Nous avons parlé des réformes qui doivent avoir lieu aux Nations Unies, notamment sur le Conseil de sécurité, etc. etc. Donc ça, c'est le premier point. Ça a été également l'occasion pour la délégation qui m'accompagne moi-même de rencontrer des partenaires privés japonais. Je dois préciser qu'au cours de cette TICAD 6, pour la première fois, il y a eu un dialogue entre le secteur privé africain, japonais, et les puissances publiques de l'Afrique. C'est quand même une première et régulièrement, dans cette alternance de lieux de tenue de cette rencontre, ce sera l'opportunité pour les uns et les autres de mieux se connaître et pour les Japonais de mieux s'imprégner de la situation en Afrique. Sur les grandes questions du développement du Burkina Faso, un groupe d'intellectuels souhaite chaque fois que de besoin donner son avis éclairé, par exemple sur le PNDS ou encore le programme du président du Faso pour le développement du Burkina. Ce matin, le groupe est allé se présenter au Premier ministre et décliner ses intentions. Ibrahim Sombié, Nathalie Sawadgo. Enseignant d'université, architecte, homme d'affaires, bref, c'est une équipe pluridisciplinaire qui compose la cellule d'études de réflexion et de participation à la vie de la nation. Leur objectif, aider le gouvernement à transformer les idées politiques en actions concrètes sur la base du programme présidentiel et du PNDS, le Programme national de développement économique et social. Les points d'ancrage que nous avons relevés essentiellement, c'est attirer l'attention de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur les recrutements, donc l'aboutissement rapide des enseignants que l'on vient de recruter et leur effectivité, la formation de ces enseignants sur le terrain et donc les conduire directement vers des postes de formation plus rapides, plus efficaces. Ensuite, nous avons également soumis au chef du gouvernement une idée, celle qui concerne les incubateurs d'entreprises. Nous lui avons parlé de l'assurance maladie universelle. Autre problème exposé au Premier ministre, ceux relatifs au logiciel de gestion des EPE et l'organisation de certaines filières, notamment le riz de Bagré, le sésame, le karité et la filière anacarde. Des produits qui permettent de diversifier la base de production économique du Burkina Faso. Toujours pour le développement du Burkina, aucun effort n'est à négliger, comme par exemple la bonne gouvernance de l'Internet et des technologies de l'information et de la communication. Une formation s'est ouverte à cet effet ce matin à Ouagadougou et l'ambition est de former des experts de l'innovation numérique dans la sous-région. Jean Zongo, Mounira Keri. La gouvernance de l'Internet est un défi pour les pays en voie de développement. Selon les statistiques, au moins 4 milliards de personnes utilisent cet outil de communication à travers le monde.
Et ces techniciens venus de plusieurs pays de l'Afrique francophone ne comptent pas rester à la périphérie. À ce séminaire, ils renforcent leurs capacités en matière de TIC. Ils ambitionnent être des soldats du développement de l'Internet en Afrique francophone. Que nous puissions aussi nous placer sur le marché des services, parce que nous avons des jeunes créateurs, et il y a un certain nombre de créateurs africains qui montrent que l'Afrique peut jouer sa partie. Mais il faut qu'on s'organise. Et pour s'organiser, il faut être formé. Les stagiaires de cette formation vont à leur tour former d'autres techniciens du domaine afin de constituer de façon progressive une masse d'experts avertis des questions de gouvernance de l'Internet et des autres systèmes d'information. Cette formation va permettre au Burkina d'avoir des experts à même de connaître les problèmes de gestion de l'Internet et de permettre au pays, à partir de leur expertise, de contribuer à la gestion de l'Internet. L'essentiel des outils Internet sont en langue anglaise. Donc pour les réunions où se discute l'avenir de l'Internet, les francophones peinent à participer. Donc ce genre de formation permet aux pays francophones de participer efficacement. Cette deuxième édition du séminaire de formation des formateurs sur la gouvernance de l'Internet s'est tenue pour la première fois en juillet 2015. Elle est organisée par l'ONG Initiative TIC et Citoyenneté. Et dans tout cela, que représente l'économie informelle dans le développement du Burkina? Son apport au PIB est estimé à près de 30%. Pour le ministère en charge de la formation professionnelle, il faut travailler à une migration vers l'économie formelle. Explication Jean-Eudes Bayala, Yolande Lompo. 3 décennies après le lancement du concept du secteur informel par l'Organisation internationale du travail, la majorité des travailleurs de l'économie informelle sont toujours incapables d'exercer leurs droits fondamentaux. En Suisse, ils perçoivent des revenus inférieurs à la moyenne des revenus des travailleurs du formel. Le présent atelier vise donc à changer la donne. Aujourd'hui, la meilleure façon d'assurer cette transition de l'informel vers le formel, c'est de s'attaquer aux déficits qu'on retrouve au niveau de ce secteur de l'économie informelle. Ces déficits, c'est des déficits de droits, déficits de salaire, déficits de protection. Si on arrive ensemble à combler ces différents types de déficits, on va aller fondamentalement vers la formalité au niveau de cette économie. La recommandation 204 précise clairement qu'il faut aujourd'hui, dans tous les pays, assurer cette transition. Au Burkina Faso, l'informel procure du travail à près de 80% de la population active et représente 27% du produit intérieur brut. Les participants à cette rencontre ont 4 jours pour discuter des stratégies d'intervention afin de favoriser la formalisation des opérateurs informels. Eux aussi participent activement au développement du Burkina. Les journalistes, les travailleurs de l'information et de la culture à travers le SINATIC, le syndicat national de l'information et de la culture. Et le syndicat qui maintient son mot d'ordre de sitting pour ce 1er septembre et pour la grève du 7 septembre prochain. Les responsables du syndicat l'ont réaffirmé ce matin après une rencontre avec le ministre en charge de la communication. Le syndicat exige dans ses revendications, entre autres, de meilleures conditions de travail et de vie pour les journalistes, mais aussi l'arrêt des intimidations et des pressions de tout genre sur les journalistes et dans le traitement de l'information, dans le strict respect des règles d'éthique et de déontologie. Roger Kam, Ismaël Sirima. Sur la même table, une délégation du syndicat national des travailleurs de la communication et de la culture, SINATIC, face au ministre de la Communication. Objectif, rechercher des solutions pour satisfaire la plateforme revendicative du SINATIC. Après 1 heure d'échange, la délégation syndicale reste sur sa faim. Selon le SINATIC, des points comme la revalorisation des conditions de vie et de travail sont foulés aux pieds. Pour nous, il n'y a rien de concret, ce sont des intentions et des promesses. Pour le premier point, par exemple, il n'y a même pas de tergiversation. L'application des textes concernant les médias publics adoptés sous la transition, notamment la transformation de leur statut en société d'État. Ainsi, le mot d'ordre de sit-in pour le 1er septembre et celui de grève pour le 7 septembre 2016 sont maintenus, car le SINATIC se dit insatisfait des propositions reçues. En ce qui concerne les conditions de vie, nous avons travaillé sur un projet de frais de production, de décret de frais de production.
Donc il reste essentiellement, je pense, cette question délicate du passage à la société d'État qui nécessite un minimum d'études et de préparation. Malgré ces arguments du ministre de la Communication, jugés comme des promesses de plus, le SYNATIC prévoit tenir une assemblée générale ce 30 août à Ouagadougou. Le syndicat invite également l'ensemble de ses membres sur toute l'étendue du territoire à répondre aux différents mots d'ordre lancés. À Dori, un regain de vol et agression dans la ville selon un nouveau mode opératoire. De nombreuses boutiques ont été visitées en l'espace de quelques jours. De quoi s'agit-il exactement? On en parle avec Bernard Diasso sur place à Dori. Au secteur numéro 1 de la ville de Dori, cette boutique a été récemment la cible d'un cambriolage. C'est hier matin à l'ouverture, on est venu trouver qu'ils ont passé par le toit pour rentrer. J'ai perdu un peu d'argent, à peu près 700 000 comme ça. Tout comme Suleiman Congo, ils sont nombreux, ces boutiquiers à travers la ville de Dori, à être victimes de vols ces derniers temps. Pareil pour cette boutique fermée et située non loin de la première. Et la liste des victimes n'est pas exhaustive. Ils ont cassé la porte, la rentrée, ramassé tout. Ils ont laissé quelques produits seulement. Alors police, gendarmerie aussi, ils ont venu faire déclaration. Vers 3 heures, ils sont venus à lever corps là, à rentrer. Mais ils viennent trouver des dehors. Quand ils sont rentrés, ils rentrent avec torse. Ils disent, si ils ne m'ont pas montré l'argent là, ils vont me tuer ici. Ce citoyen affirme avoir arrêté un présumé voleur avec l'aide de quelques personnes. On voulait le conduire à la police et c'est vers le Cobank qu'un policier qui prenait garde là-bas qui a appelé la police qui est venue le chercher. Renseignements pris auprès de la police nationale de la ville de Dori, ces vols et agressions ont été confirmés, mais la police se réserve d'en parler pour les raisons d'enquête. Pour la sécurité de tous, les citoyens sont encore interpellés à collaborer avec les forces de sécurité et de défense en dénonçant les cas suspects. Et puis en culture, les enfants sourds-muets de l'Institut des jeunes sourds du Faso participeront au concours Talent Jeunes d'Afrique en Côte d'Ivoire au mois de septembre prochain. Ils ont obtenu leur ticket de participation à l'issue d'une phase éliminatoire. Une de nos équipes de reportage est allée voir comment le groupe se préparait pour rejoindre la Côte d'Ivoire. Kadour Menki, compte rendu. Ils ont encore honoré le slogan « Le handicap n'est pas une fatalité ». Ces enfants sourds-muets et malentendants de l'Institut des jeunes sourds du Faso, puisqu'il s'agit d'eux, ont été sélectionnés pour prendre part à Talent Jeunes d'Afrique, une compétition culturelle qui va se dérouler en Côte d'Ivoire dès le mois de septembre. Et pour l'heure, les répétitions vont bon train. Elle veut très bien danser, avec en tout cas toute sa volonté pour la victoire. Et j'ai été sélectionné pour la danse, aller compétir en Côte d'Ivoire. Je suis très content et mon souhait que nous réussissions. Pour la compétition, la chanson que nous avons choisie, c'est d'abord valoriser notre patrimoine culturel et ensuite nous mettons en valeur aussi l'Afrique. Pour les premiers responsables de l'Institut, les petits plats sont mis dans les grands pour la réussite de l'événement. On a été au gouvernorat pour poser le problème d'abord et voir dans quelle mesure le gouvernorat peut vraiment, par leur intermédiaire, nous faciliter vraiment le déplacement quand même des enfants. Et je pense qu'à ce niveau, même pas 24 heures, nous avons quand même une réponse favorable du gouvernorat. Au niveau des enfants, je crois que moralement, ils sont prêts. Et les parents aussi sont prêts. Et tous les parents ont été vraiment informés. Et ils ont quand même apporté déjà leur bénédiction. Je lance encore un appel à tout un chacun, surtout aux autorités de la ville, aux autorités religieuses. Et on a besoin vraiment de leur bénédiction pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Et que ces enfants qui n'entendent pas et qui ne parlent pas reviennent au Burkina Faso avec un cœur grand de joie. Le casting pour Talent Jeunes d'Afrique s'est déroulé pendant le début des vacances. Les compétitions à proprement parler, elles pourront aller jusqu'à la fin du mois de septembre en Côte d'Ivoire.
Et puis les obsèques de Monseigneur Jude Bikaba se sont déroulées ce lundi à Dédougou, à la cathédrale Sainte-Anne. L'homme est décédé le 19 août dernier à l'âge de 69 ans en France. Il souffrait d'un cancer des os. Ses proches et les fidèles chrétiens de l'homme, jugés qu'il qualifie de rassembleur humble et pragmatique, sont venus de partout de la région pour lui souhaiter un dernier au revoir. Ils retiennent beaucoup de lui. Yves Rwamba, Karim Ouedraogo. Décédé le 19 août dernier à l'âge de 69 ans en France où il était parti pour des soins, c'est ce lundi que Monseigneur Jude Bikaba est inhumé dans la cathédrale Sainte-Anne de Dédougou. Les obsèques ont été célébrées au cours d'une messe conclue par le rite du dernier adieu. Monseigneur Jude Bikaba a été un apôtre de l'unité et de la charité. Ses proches gardent des souvenirs en lui. On aimait s'accompagner. Il trouvait toujours le mot pour faire rire, pour blaguer. Voilà, donc nous voyons en lui vraiment un homme simple, proche des autres et attentif aux autres. Il faut dire que c'est un homme concret, pragmatique, qui aime les relations sociales, très attaché à sa famille, très attaché à ses amis, très attaché à son diocèse et très attaché à chacun de ses prêtres. Pour que tout soit un, je me consacre à toi. Telle était sa devise. Ainsi, cet homme de foi a consacré sa vie à l'intérêt de tous. Les fidèles chrétiens et les membres de sa famille présents à cette occasion retiennent beaucoup de lui. Aujourd'hui, vraiment, nous pleurons vraiment un rassembleur. Et c'est une grande peine pour nous, mais nous ne pouvons rien. Si tel a été le choix de Dieu, nous ne pouvons qu'accepter ce choix-là, même si vraiment ça nous blesse. Il prodigue de très bons conseils. Il faut dire qu'il est pour beaucoup dans ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Né à Ouattara dans le Mouhoun, Monseigneur Jude Bikaba est ordonné prêtre en 1975 et évêque en 2005. On referme ce journal avec la revue de presse. La lecture croisée des journaux de ce lundi nous est proposée par Evelyne Dabiré. Agression des policiers sur la voie publique par d'autres hommes détenus et réaction du syndicat de la police. Sidoya revient sur ce qu'il appelle une vilaine querelle. Dans son éditorial, ce quotidien rappelle certains faits de policiers agressés sur la voie publique. Et pour ce journal, ces faits sont des actes isolés et non une habitude de corps de la gendarmerie, contrairement à ce qu'annonce le communiqué de l'UNAPOL, l'Union de la police nationale. Et ce journal conclut, il est donc temps que les Burkinabés fassent preuve d'humilité, car nul n'est au-dessus de la loi. Actualité politique hors du Burkina. Entre impatience et anxiété, c'est ainsi que les quotidiens qualifient l'attente des résultats de la présidentielle au Gabon, des résultats attendus pour demain 30 août. Cette élection a enregistré une forte mobilisation, de sorte que chacun des deux favoris, Ali Bongo et Jean Ping, l'interprète comme un signe irréfutable de sa victoire, écrit l'observateur Palga. « Je suis élu », affirme Jean Ping dans les colonnes du journal Le Quotidien. Statistiques à l'appui, poursuit le pays, chacun laisse entendre que la chose est dans la besace. Et déjà, quelques signes d'inquiétude sont observés, rapporte le pays. Sidoya précise, beaucoup de Librevillois sont restés cloîtrés chez eux après avoir fait des stocks de nourriture. Et redoutant les pillages, poursuit ce quotidien, les commerçants, généralement des Ouest africains, adoptent eux aussi la même ligne de conduite. Le Gabon est face à un risque très élevé d'une crise post-électorale dont il n'a vraiment pas besoin, affirme aujourd'hui Ofaso qui prie, plaise à Dieu et au génie du fleuve Ogoué que ces tensions soient étouffées dans l'œuf. Le Gabon retient son souffle, conclut l'observateur Palga. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.